Bonjour YouTube et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Ça y est, enfin, je l'ai. Je l'ai attendu celle-là. Bref, je vous ai assez teasé sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur Facebook, Instagram, etc. Et aussi lors des dernières vidéos. Parce que ça y est, elle est enfin arrivée. La dernière boîte sortie de chez Mantic Games, Kings of War Champions. Et on va se faire un petit unboxing. Mais avant, on va présenter un petit peu le jeu et son contexte quand même. Déjà, qu'est-ce que Mantic Games? C'est une boîte qui a été fondée, si ma mémoire est bonne, en 2008 par Ronnie Renton, un ancien cadre manager de chez Games Workshop, qui a décidé de créer dans un premier temps une entreprise de création de figurines de proxy pour Games Workshop à la base et d'autres jeux. Ce qui se voit si jamais vous allez sur le site de Mantic, alors je vous mettrai le lien en description bien entendu, vous regardez un peu les vieilles références, vous allez avoir des elfes, des nains, vous allez avoir des orques bien entendu, des démons, on en a dans la boîte là que je vais vous présenter, et plein d'autres références classiques du jeu de figurines, et qui pendant un temps pouvaient s'adapter autant à des jeux Games Workshop qu'aux jeux de Mantic, mais ça c'était pas de suite encore, mais aussi à d'autres jeux pouvant exister, même à Donjons et Dragons. Ils avaient même fait des boîtes, des packs contenant en fait des héros pour Donjons et Dragons. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, ils les vendent encore. Mais voilà, vous voyez ça dans les vieilles références. Les nains, les morts-vivants, les elfes, Enfin, plein de références, plein d'anciennes références. C'était vraiment très typé jeu de figurines fantasy style Warhammer. Et puis ça a évolué. Ça a en effet évolué puisque en 2010, ils ont fait un Kickstarter. Ils ont fait un Kickstarter pour un jeu de figurines, Kings of War. Kings of War, premier du nom. Qui du coup devait être un jeu plus ou moins, on va dire, miniature agnostique. Alors je referai peut-être une vidéo prochainement sur certains thèmes, sur certains termes plus exactement, comme miniature agnostique pour éclaircir un petit peu ça, pour revenir sur ce terme, sur ce que ça englobe. Parce que c'est un terme qui est très intéressant. Un jeu finalement qui, techniquement, j'ai utilisé un terme très technique, alors désolé, ça va être encore un terme en anglais, mais grossièrement, un jeu de rank and flanks. Donc en français, ça se traduit par rang et flanc. Typiquement, vous jouez des pavés d'unité. En fait, votre unité, c'est une emprise au sol. C'est une surface sur la table de jeu. Et en gros, vous manœuvrez votre unité de manière à attaquer sur les flancs de l'adversaire, sur l'arrière, et selon comment vous êtes disposé par rapport à une unité adverse, ça va avoir un impact sur les règles. C'est beaucoup sur de la manœuvre, c'est beaucoup sur du déplacement, sur du positionnement, très grossièrement. C'est très grossièrement. Et pour la petite histoire, le Kings of War premier du nom, ces règles avaient été écrites par un certain Alessio Cavatore. Et Alessio Cavatore, pour ceux qui s'y connaissent en jeu de figurines, c'est pas un inconnu. C'est pas un inconnu et c'est pas un amateur. Pour moi, Alessio Cavatore, c'est avant tout l'un des grands pontes de la dernière édition de Warhammer Fantasy, celle où vous avez eu l'île de sang en starter avec les Skaven et les Hauts Elfes. Et c'est lui notamment qui a fait une bonne partie des gros bouquins d'armées de Warhammer de cette époque, comme les Skaven, une de mes armées préférées à l'époque, les nains, je crois, de mémoire, et il a travaillé sur pas mal de jeux, certes Kings of War, mais il a plus tard aussi travaillé sur Bolt Action, de chez Warlord Games. Et je crois qu'il donne un peu la main à pas mal de jeux chez Osprey Publishing et chez d'autres éditeurs, donc on est très loin d'être sur un amateur. Ça, c'est Kings of War. Et Kings of War, ça va se développer petit à petit. Vous allez avoir effectivement le jeu Kings of War, classique, puis ils vont rajouter de nouvelles armées, les Basiléens, ils vont créer les forces du Trident, etc., etc. Le monde va se développer, le monde de Panitor,
va se développer. C'est un monde qui est très riche et qui, pour la petite histoire, pouvait aussi abriter des figurines, donc d'autres jeux. Hein, puisque vous aviez, vous avez toujours d'ailleurs dans les règles, qui sont... alors les règles sont gratuitement téléchargeables sur le site de Mantic, de même que le background. Bonne lecture, ça compte 305 pages de mémoire, le background seulement. C'est vous dire s'il est développé. Et à côté, vous avez donc dans le livre de règles classique, si vous l'achetez en VF, vous avez le livre de règles avec les listes d'armées derrière, vous avez des armées un peu passe-partout. Des armées humaines, des armées... des factions humaines, qui peuvent être jouées avec, par exemple, des Bretoniens. Ça passe. Le jeu garde toujours ce fond un petit peu miniature agnostique, mais propose quand même des figurines, entre guillemets, officielles, puisque c'est Mantic, éditeur du jeu, qui les propose. Par la suite, parce que j'ai fait pas mal de digressions, vous avez eu un autre jeu en 2018, je crois. C'était Kings of War Vanguard. Et Vanguard était, on va dire, une tentative plutôt intéressante de Mantic de s'attaquer au jeu d'escarmouche, mais pas le jeu d'escarmouche de petites unités. Plutôt le jeu d'escarmouche de bandes. Genre Mordheim, par exemple. Plus récemment, on a Trench Crusade, par exemple, aussi, et bien d'autres. Mais voilà, ce genre de jeu d'escarmouche-là. Et donc, on retrouvait toujours l'univers de Panitor, avec les mêmes types de figurines, les mêmes nations, sachant que dans le jeu, vous avez à peu près 22 nations différentes. C'est énorme. Et puis, ce jeu, il n'a pas si bien fonctionné. Alors il y a eu la Covid, je pense, qui a été un peu qui a un peu précipité un peu, pas la fin, parce que le jeu existe toujours, mais il n'est plus trouvable en matériel. Il n'y a pas de nouvelle édition de Vanguard, par exemple. Il est trouvable, mais au format numérique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le livre en PDF, je crois, de mémoire, et puis vous pouvez trouver sur My Mini Factory, la boutique Mantic, vous avez les figurines pour jouer à Kings of War Vanguard. Si vous voulez tester, voilà. Et récemment, je crois en 2020, ils ont fait un autre jeu dans l'univers de Kings of War qui s'appelle Kings of War Armada. Et là, c'est un jeu de bataille navale. Et pour ceux qui connaissent mon amour pour les batailles navales, vous devez vous douter que je lorgne grandement dessus. Je me le prendrai un jour. Ou comme ils disent dans les pubs d'une époque, là, je l'aurai un jour, je l'aurai. Bref. Kings of War Armada, là on est donc sur un jeu de bataille navale, toujours dans l'univers de Panitor, avec des figurines en résine, sachant que vous pouvez aussi en trouver en téléchargement sur My Mini Factory, sur leur boutique. Et puis le jeu s'est développé. Alors ils ont encore continué un petit peu, et puis je crois que c'est il y a quelques années, alors je sais plus quand, ils ont fait la 3e édition. Et la 3e édition de Kings of War, donc, est une édition qui se retravaille. Et en fait, ils ont repris un petit système un peu à la Games Workshop. C'est-à-dire que vous avez le livre de règles, qui est upgradé à chaque fois, en papier. Ils refont à chaque fois, plus ou moins, pour ajouter les armées, pour ajouter des règles, pour ajouter des trucs. Et puis, je crois à peu près chaque année, ils vous sortent un livre qui s'appelle Clash of Kings. L'un des plus gros updates qui a été fait, c'est pas le Clash of Kings de cette année, mais je crois que c'est celui de l'année précédente ou celui d'avant encore, où ils ont carrément rajouté une armée. Voilà, ils ont rajouté une nouvelle armée dans l'univers de Panitor. Donc vous voyez, on est sur un univers qui est en évolution. Et j'ai failli oublier aussi une autre manière de jouer, parce qu'en fait, Champions n'est pas la première tentative de jeu à petit format qui est proposé par Kings of War, enfin par Mantic, pour Kings of War, puisque dans les règles natives de la dernière édition de Kings of War, vous avez la version embuscade en français, qui vous permettait de jouer des petits groupes d'unités. C'était 3-4 unités, c'était 3-4 unités à peu près, qui pouvaient être jouées. Ça coûtait pas cher, c'était
Pour une boîte, hein, vous aviez 30-40 figurines, je crois, pour 40-45 euros. Oui, Games Workshop. 30 à 40 figurines pour 40 ou 45 euros. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est un concept, moi, qui personnellement m'intéressait. Hein. D'ailleurs, je l'en ai toujours un petit peu pour voir, pour me prendre des petits starters d'embauche, parce que c'est intéressant. Mais il y avait un petit défaut dans les starters. C'est qu'il manquait des personnages et ça faisait trop compétitif, à mon sens. Et c'est là. Donc, je l'en ai entendu parler il y a quoi, quelques mois, peut-être grand max, peut-être en décembre, que, bah oui, quand ils ont fait. Quand Mantic a lancé, c'était leur jeu sur Halo, le jeu vidéo. Ils ont ensuite teasé un autre jeu, Kings of War Champion. Et comment vous dire que, comme pour d'autres choses, j'ai haussé un sourcil lourd de sens. Parce que, ils expliquaient clairement que le jeu allait s'appuyer non pas sur des petites bandes d'armées, mais sur des héros, qui avaient leur petit groupe de suivants derrière. Et que ces héros, allaient enrichir un petit peu le background de Panitor. Donc, j'étais doublement intéressé. Et qu'ils expliquaient en plus que, en fait, vous allez jouer de manière particulièrement abordable, tant d'un point de vue de règles que d'un point de vue financier. Donc oui, là vraiment j'étais très hypé, je me suis renseigné, j'ai écouté des podcasts sur le sujet, et puis quand ils ont annoncé les précommandes, je me suis jeté dessus. Forcément. Enfin, pas chez Mantic, mais chez Légion, quand Légion on fait les précommandes, je me suis dit je vais consommer français, et puis enfin français. Je vais faire fonctionner une boîte française, et puis ouais, je n'ai la boîte que maintenant. Merci Légion. Je vous en tiens par rigueur, mais bon. Donc, Kings of War Champions, pour vous présenter grossièrement le concept. On est donc sur des héros, avec un background posé, travaillé, qui vont être en conflit les uns avec les autres, avec leur suite, bien entendu. Et visiblement, ça va permettre d'approfondir certains aspects du background. Certains points intéressants du background. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 22 nations dans le jeu. Là, on n'a pas 22 héros. On en a 9. Et déjà, ça devient un poil plus intéressant et plus intriguant. Pourquoi 9 ? Est-ce que c'est, d'un point de vue purement marketing, on tente avec 9 héros à peu près intéressants et puis on voit si on allonge la sauce après ? Je ne sais pas. Et puis, autre point intéressant, parce que vous connaissez alors, j'allais dire mon aversion, non, mais disons mon côté un peu blasé concernant Games Workshop, c'est que Champions, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, est une variante un poil plus narrative, un poil, de Spearhead de chez Games Workshop. Je m'explique. Vous jouez un héros et sa suite. Mais ce groupe, cette bande, sont figés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rajouter des troupes à côté. Pour l'instant. C'est pas dit. Mais là, dans cette première mouture de Champions, on est sur un groupe posé, immuable, avec ses propres règles, avec un historique. Et ceux qui connaissent un peu Games Workshop vont dire « Ah oui, c'est du Spearhead ou du combat de patrol ». Puisque dans les codex et les battle tomes des jeux Games Workshop, on vous propose ce qu'on appelle des Spearhead, des fers de lance, ou des combat patrol, des patrouilles, pour 40 000. Alors, Spearhead pour Warhammer Age of Sigmar, combat patrol pour 40 000.
Et quand vous allez dans les codex, ben vous avez en fait un léger, très léger historique qui vous dit oui, maître Zachariel, machin truc, etc., accompagné de tant de trucs. C'est des petits backgrounds de 5 lignes, même pas. Y a... En fait, c'est juste un. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'était un prétexte. Le background là-dedans. C'était un prétexte pour dire, bon ben voilà, pour donner une petite saveur. Mais voilà. Alors que là, dans Champions, ils ont pris vraiment 9 nations. Ils se sont penchés sur des historiques de 9 personnages. Et ils les ont travaillés. Je me suis un peu spoilé sur certains. Je vous avoue. Et il y en a. Il y en a un surtout, vous n'êtes pas prêts. Je l'ai vu, j'ai fait, oh toi, déjà ta faction elle m'intéressait beaucoup. Mais en plus le background du héros. Oh mamma mia. Oui, désolé, mais là, oui, je fais Super Mario là, mais j'ai vu le background du personnage. Enfin, j'ai pas vu le background, je l'ai pas lu. Mais lors d'un podcast, ils en ont parlé, ils l'ont résumé, j'étais comme ça, j'ai fait. Ah ouais, lui, ça va être mon perso, je vais je vais le suivre de près, ce personnage. Il est intéressant. Parce qu'il a un background de malade. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un historique. On verra ça quand on passera l'unboxing, mais il me semble de mémoire qu'il a toute une histoire. En fait, chaque personnage va avoir une page d'historique. Une page. Pas 5 lignes. Une page. Pour un personnage. Quand je vous dis qu'ils allaient approfondir certains aspects de l'histoire de Panitor, je me foutais pas de votre gueule. Et ça me donne envie. Ça m'a donné envie vraiment d'acheter le jeu, de me dire, il y a quelque chose, il y a une saveur. C'est pas juste, bon ben, on fait un prétexte pour que vous vous mettiez sur la gueule. Non. Typiquement, vous avez deux patrouilles. Je crois c'est... enfin, deux patrouilles, pardon. Deux groupes. C'est le groupe de Yorick Tarlinson, je crois, je sais plus le nom exact, mais bref, de l'Alliance du Nord. Et celui des Cauchemars, donc dirigé par Void Talon. Déjà, les figurines sont super classe. Mais en plus, quand vous lisez le background, vous dites, oh, ils vont se rencontrer, c'est obligé. Ils sont dans la même région. Ils sont plus ou moins attirés par la même chose. Ils vont forcément se mettre sur la figure. Et typiquement, ben, le starter set Face and Fury, hein, c'est le nom du starter set de Champion, avec Alanis Salustis et le cardinal sanglant, ben, de toute façon, ils sont faits pour se mettre sur la figure. C'est dit, c'est dans leur histoire, ils peuvent pas se blairer. Donc, à mon avis, on va avoir un petit développement de ce petit truc-là. Et ça, c'est intéressant. Pour la petite histoire, le jeu de Champions était prévu presque comme une... pas comme un tuto ou comme un kit du débutant pour Kings of War, mais plus comme une sorte de porte d'entrée. Sachant qu'en plus, il est dit, alors c'est à vérifier, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire, mais il est dit que les héros de Champions et leur groupe vont pouvoir être intégrés à Kings of War. Donc en gros, vous pourrez avoir votre petit groupe de troupes d'élite au milieu de votre armée de base, mené par le héros de Champions. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est pas mal. Mais bon, assez parlé, et je suis tout aussi excité que vous à l'idée de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, on y va. Comme vous voyez, la boîte de Champions, alors, illustration, pour être très honnête, assez classique. Hein, on a les deux champions qui se mettent sur la figure, les armées qui se précipitent à la rencontre l'une de l'autre. On a... Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la construction, l'illustration, vous voyez. Hop, on a une petite diagonale. Des teintes violacées ici, des teintes rougeoyantes ici. Et ça se rejoint au milieu, là où vous avez du coup les deux héros qui vont se mettre sur la figure. Ouais, c'est le petit côté un peu artistique, hein, mais j'aime bien cette touche-là, vous voyez, cette construction d'image, j'aime bien. On va retourner la boîte pour voir un peu davantage ce qu'il y a à l'intérieur. Alors,
Donc, voilà un peu ce que vous allez avoir. Vous avez ici donc le cardinal sanglant et ici Alanis Salustis, les deux héros. Hein. Et vous avez ici donc l'intérieur de la boîte. Alors bon, ils mettent la boîte là, bon, c'est pas très utile. Hein. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez le livre de règles avec les jetons et des petits, là, ici, des petits décors cartonnés en 2D. Hein. Vous avez ici les murs aussi d'ailleurs, là, les trucs en longueur, là. Et les jetons, bien sûr. Les dés, alors je sais pas du tout s'ils y seront. Vous avez aussi, alors ça c'est ce qu'on voit ici, là. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu. Voilà, vous voyez là. On a aussi des jauges pour les mouvements, alors, pour calculer le mouvement, mais aussi pour calculer les pivots des unités. Et aussi pour l'angle. Comme je vous disais, en fait, pour l'angle d'attaque d'une unité. Si vous attaquez une unité dans un système rank and flank, il faut vérifier de quel côté vous êtes. Parce que selon où vous êtes par rapport à la diagonale de l'unité, c'est un peu complexe dit comme ça, mais voilà, ça va déterminer si vous êtes devant, derrière ou dans le flanc de l'adversaire. Voilà. Et puis vous avez forcément les figurines, mais ça, on les verra après. Et les cartes d'unité aussi. On va les voir quand on ouvrira la boîte. Ça fait un petit peu de bruit, c'est normal, c'est pas grave. Alors, normalement, si je me trompe pas, hop, voilà, on ouvre la boîte. Alors désolé, je l'abîme un petit peu, mais bon. Et vous avez, truc classique, d'après ce que j'ai compris chez Mantic, c'est en fait que vous avez la boîte en carton fin, et puis à l'intérieur, une boîte en carton épais, brun, pour contenir tout le reste du matériel. Alors, on va sortir ça. Pardon pour les tremblotis. Et hop. Et voilà, regardez-moi ça, si c'est pas beau ça. Attention, on ouvre et la magie s'opère. Donc on a, comme vous voyez, donc les figurines. Alors on a des petits paquets, alors ça... Ah, ça ce sont les héros, on verra ça après. Ah, vous avez des dés, toujours très important les dés, mais bon... Alors, ensuite on a les figurines. Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de sortir celle-là. En premier, la première à sortir. Alors ça... Hop, on va le rapprocher un petit peu pour que vous voyez un peu les détails. Je sais pas si la mise au point va se faire. Et voilà. Donc vous voyez, hop, ça bouge un peu. Toujours très compliqué, hein. Ouais. Alors, hop. Toujours très compliqué la mise au point avec cette caméra. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un démon. Alors c'est un Nagari. Donc, hop. Comme Naga, hein, le corps serpent, le corps serpentiforme, etc. Et vous avez, alors c'est ce que j'aime beaucoup. Hop. Aïe, 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 aïe. Voilà. Hop, je sais pas si ça va se voir. Attendez, on va essayer de rapprocher. Voilà. Vous avez deux têtes ici. Vous avez... Alors, je vais vous décrire un peu ce que je vois moi de mon côté, mais vous verrez, voilà. On a 4 têtes et 3 armes. Donc c'est des armes à 2 mains. Hein. On a une sorte de hache, une lance, une hallebarde aussi. Et ça, alors ça, je crois, c'est ce qu'ils appellent le diacre, the bishop. Donc le... Non, bishop, c'est pas le diacre, c'est l'évêque. L'évêque du cardinal sanglant. Donc c'est son lieutenant. Alors, il n'y a pas vraiment de règle pour les lieutenants, mais bon, c'est dans l'historique, je crois que c'est ça. Donc ça, c'est une belle pièce, une belle grosse pièce, c'est un monstre. Donc lui, il aura son socle à part. Lui, c'est juste, il est tout seul dans son unité et c'est tout. Hop, je sais pas si ça va se faire la mise au point, mais bon. On est quand même sur du truc assez fin quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez sur les pièces. On voit les écailles, on voit les anneaux de la côte de maille et même le plastron là qui est bien dessiné quand même. Hein. Enfin, c'est pas le plastron, mais... Non, c'est pas le plastron, ça c'est la ceinture. Mais déjà, le détail est pas mal. Un peu kitsch, je vous avoue, mais pas mal. Alors ensuite... Ah, alors ça... Hop, je vais voir si on les voit. Voilà. Ça, alors, je vais les retourner aussi pour que vous voyez un peu la tête. Ça, ce sont les berserkers. Alors, les berserkers, c'est des sortes de grands démons. Hein, on le voit à la taille. Hein, on est sur...
Voilà, vous voyez ça, là, ça, ça fait presque deux fois la taille d'une figurine humaine de taille moyenne dans le jeu, hein, je pense. Presque. Ça fait une fois et demie la taille, on va dire. Mais bon, là aussi, on a différentes options d'armes, on a différentes options de tête, donc c'est quand même c'est de la très belle qualité, hein. Alors, je vous avoue, ils sont un peu kitschouilles, j'avoue, hein, vous voyez le fait d'avoir des têtes hurlantes sur les armes, des trucs très. Alors, moi personnellement, ça me donnerait presque envie de les peindre de manière Daedric pour les fans de Skyrim et d'Oblivion, hein. Donc, ça fait très Daedric et je pense que ça ferait du très bel effet. Ça serait du plus bel effet sur ce genre de figurine. À voir. Bon, donc ça, donc on a déjà deux unités. Alors, ah, qu'est-ce que j'ai là-dessous parce que je suis curieux. Ok, ça c'est les. Alors ça, on va voir, c'est les. D'accord. Ah, va falloir que je vous les sorte. Alors ça, ce sont les unités basiléennes. Alors, voilà. On a le corps. Alors attendez, je sais pas si ça se voit. Voilà, on va essayer de faire une mise au point. Voilà. On est sur les basiléens, donc on a les corps. Avec, hop, pardon, pour le truc. Et les boucliers. Alors, ouais, j'ai du mal avec leurs boucliers. Ils sont très, 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 très. Ouais, ils sont kitsch, hein. Avec les grandes ailes sur le côté, tout ça, bon. Après, avec un travail de peinture, pourquoi pas, mais bon, ça fait un peu kitsch, j'avoue. Et puis vous avez, du coup, les armes. Les armes et les têtes, puisque vous avez, je crois, de mémoire. Voilà. Et vous avez les têtes, vous avez même une tête nue ici, pour un officier. Je regarde si on n'en a pas d'autres. Si, on a une tête d'officier aussi ici avec le plumet, ça peut être pas mal ça. Voilà, elle est là. Mais ouais, après les têtes sont sympas, mais c'est vrai que bon. Ça fait très. Moi ça me fait penser un peu à Heroes of Might and Magic, donc vous voyez, on a des lances, on a des épées, on a des arbalètes, d'après ce que je vois. Là, on a des arbalètes, on en a 4, 5. Et puis on a les carquois pour les carreaux d'arbalète. Donc ça, en fait, on devrait avoir ça normalement 4 fois, si je me trompe pas. Je regarde, j'en ai une là. Donc j'en ai une là. Une deuxième. Une troisième. Et la quatrième que je vous ai ouverte. Mais les 4 sont comme ça, hein. Franchement, bon. C'est normal, c'est la piétaille, c'est fait pour, hein. C'est une des raisons pour lesquelles, bon, ils auraient pu peut-être choisir autre chose que les basiléens et les troupes de l'abysse, les hordes de l'abysse pour le jeu. Enfin, après, c'est mon avis, hein, mais bon. Alors, attention, je regarde parce que là, ça, je le mets de côté parce que. Voilà, c'est ça. Alors, ça, je vais vous les sortir du coup. Je vais pas les laisser de côté très longtemps. Ça, c'est le kit le plus récent du jeu. C'est des chevaliers paladins. Donc, en gros, c'est les cavaliers lourds. On en a 5. Donc vous voyez, on a 20 hommes d'armes, ce qui va permettre de faire 10 archers, 10 hommes d'armes. Alors il faut que je vois si c'est avec lance ou épée. Et puis vous avez du coup les 5 cavaliers paladins, qui sont eux, comme je vous disais, l'unité la plus récente en fait à être sortie. Ils étaient prévus depuis de longues dates, mais ils n'avaient pas encore fait les figurines. Et on le voit, hein, la différence, hein. Vous voyez les détails, on est quand même sur quelque chose de très classe. On a même un livre, tiens, ici. Ça, c'est pas mal ça. Si ça peut se... Ah, ils ont chacun un livre. D'accord. Oh, attendez, je regarde, j'ai combien de livres? Parce que j'ai peut-être une petite idée. Si on en a plus de 5, ça serait bien, mais... Ah, dommage, on en a que 5. Faut que je vois. Faut que je vois si je vais en avoir l'utilité ou pas. Parce que ça, sur un officier basiléen, ça peut être sympa à mettre. À voir. Et puis bon, vous avez des boucliers. Alors, toujours un peu dans le thème kitschouille, hein. Ouais, hein, tant qu'à y être, hein. Mais bon, c'est un peu plus détaillé que les boucliers des autres, hein. Je vais vous remontrer, hein, mais... Voilà. En même temps, les hommes d'armes basiléens font partie des plus vieilles références, hein. Vous voyez, regardez, hop. Vous voyez, sur votre gauche, vous avez les boucliers des hommes d'armes. Sur votre droite, vous avez 2 des 5 boucliers des paladins.
Et ce qui est regrettable, c'est que vous avez 5 boucliers pour les paladins. On peut dire ce qu'on veut de Games Workshop, là je vais leur reconnaître un mérite, c'est comment on avait plus de boucliers. Là on a juste ce qu'il faut pour faire les figurines en fait. C'est dommage. Mais bon. C'est un petit bémol. On y reviendra après. Alors, ensuite, j'ai 2 grappes identiques, là. Donc j'en ouvrirai une, encore une fois. L'autre, je vais la mettre sur le côté. C'est les démons. Alors, c'est les démons mineurs des Forces de l'Abysse. En gros, c'est la chair à canon des Forces de l'Abysse. Qui, eux aussi, font partie un peu du kitschouille de la situation. J'ai envie de dire, parce que bon... Voilà. Hop, je sais pas si ça se voit. Voilà. Ah, voilà. Et on est vraiment sur du démon classique. Hein, les tridents. Ils ont quand même un tambour aussi, ça j'aime bien. Forcément avec un... Pour battre le tambour, un os, forcément. Voilà. Et vous avez des armes un peu à gogo. Alors, je vois qu'ils ont des petits boucliers aussi. Juste là. 5 boucliers. Bon, vous avez 5 figurines par grappe. Hein, donc, comme j'ai 2 grappes, j'ai de quoi en faire 10. La bannière. J'ai vu la bannière, j'étais choqué. Franchement, je pense que je ne la mettrai pas. Ou alors, je vais voir si dans mes wraps, j'ai pas des petits trucs en plus. Par contre, truc que j'aime bien. Ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est ça. Je sais pas si ça va se voir. Ça, vous en avez un là. Et j'en ai un autre ici. C'est des petits démons. Des tout petits démons. Que vous pouvez mettre sur les socles. Parce qu'en fait, ben... Le jeu, c'est une de ses particularités, c'est que c'est un jeu, comme je vous disais, c'est du rank and flank. Ça va se jouer sur ce qu'on appelle du multi-basing. Donc en gros, vous mettez non pas... Bah d'ailleurs on va voir ça, on va voir les socles. Vous mettez pas des... Vous mettez pas une figurine par figurine, mais vous les mettez sur des socles. Voilà, des socles en MDF que vous avez là. Donc on a... Alors... 2 socles comme ça, et j'ai 4 socles comme ça, je crois. Voilà. Alors, ah non, il y en a un qui est différent. Voilà, 3 socles comme ça, 1 socle comme ça, et 2 socles comme... Ah oui, non. Oh, ça va, bah j'ai... Ok, j'ai 4 types de socles. Alors, j'ai 3 socles qui sont... C'est à peu... Ouais, c'est ça, c'est du 10. Du 10 sur 4, donc ça... Ces socles-là, c'est pour les unités de base, donc les hommes d'armes basiléens, pardon, les arbalétriers et les démons inférieurs. Ensuite, vous avez celui-là, alors on est sur du 12. Du 12 et du 4. Alors ça, faudra que je vois. Vu la taille, je dirais 12-4, c'est pour les berserkers. Donc pour les démons un peu plus gros, là, qu'on a en 3. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, on est sur du... Ok, du 12,5 à peu près. C'est pas très... 12,5 sur 5. Alors je devine, je pense que c'est pour les cavaliers celui-là. Les cavaliers paladins. Et enfin, on a celui-là, qui du coup, par déduction, doit aller pour le Nagari. On est sur du 10. 10 sur 5, ouais, ça doit être le Nagari celui-là. Il y a les instructions pour les monter, mais bon. Ces socles-là, en fait, c'est pour ça que vous n'avez pas de socle à l'unité. Vous pouvez le faire, hein, si vous vous sentez de le faire. Mais en soi, c'est ces socles-là qui vont avoir réellement de l'impact en jeu, parce que ça va représenter l'emprise de votre unité sur le plateau. Vous avez ensuite, je pense que c'est ça qui va vous intéresser, ces 2 petits sachets là. C'est chacun un personnage différent. Alors on va essayer celui-là. Vu que c'est le plus gros, je pense que ça doit être le Bloody Cardinal. Alors, on va voir, on va le sortir. Aïe aïe aïe. Tac. Il y a des trucs qui sont déjà cassés. Ah oui, il y a des trucs qui sont déjà cassés. Génial. Très très bien, bravo. Alors ça c'est bien ça. Oui. Regardez, on va sortir.
Super. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je leur écrive. On va se regarder. Regardez-moi ça. Il avait 2 cornes. Il n'en a plus que... Bah, il n'en a plus qu'une, en fait, que j'ai retrouvée là. Voilà, c'est génial. Bah, va falloir que je retravaille la figurine. Hein. Ça se fait, hein, mais bon, c'est chiant. Voilà, merci Mantic pour le petit cadeau empoisonné. Bref, c'est dommage parce que... Alors, regardez, alors, hormis les cornes cassées, hein, vous avez vu un peu quand même la qualité de la figurine. On est quand même sur quelque chose vraiment de très 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 propre. Honnêtement, s'il y a un truc que Mantic sait faire, c'est la résine. Franchement, c'est la résine rigide, mate, et elle est de très très belle qualité. Bon, cassante, hein, comme on le voit sur les cornes. D'ailleurs, il va falloir que je vois où est la seconde corne. Ça m'inquiète un peu. Par contre, ce que j'aime beaucoup sur le Bloody Cardinal, c'est ça. Alors, attendez, je sais pas si... Voilà. Ça, c'est son socle. Je sais pas si ça se voit très bien, mais... Ouais, ça a l'air de se voir. Ça, c'est son socle. Et vous voyez un peu, il est soutenu par des esprits, en fait, mineurs qui jaillissent des enfers. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Bon, après, ça a l'air de s'assembler assez facilement. Bon, il va falloir y barber, bien sûr, mais... Ouais, ça a l'air de s'assembler facilement. Alors, je suis quand même un peu deg pour le... Pour la corne perdue, hein. Merci Mantic. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai essayé de remettre la corne que j'ai retrouvée, mais... Alors, l'autre, je sais pas où elle est passée, quoi. J'espère que c'est... J'espère que ça s'est pas reproduit dans d'autres choses, hein, parce que, ouais. Faut un petit peu ébarber, par contre, hein, quand même. Hein. On le voit sur le marteau, là. Hop, voilà. Il a un très beau marteau, mais il faut un peu ébarber. Et puis, bon... Bref. Je verrai ça, mais je pense que je vais devoir racheter un peu de la green... Ah non, j'ai retrouvé la seconde corne. J'ai retrouvé la seconde corne, super, elle était là. Hop, la petite corne perdue. Bon, bah, je pourrais au moins recoller ça. Alors, Alanis Salustice, elle est là. Elle, déjà, elle a l'air d'être un poil plus indemne. C'est bien, c'est encourageant. Oui, c'est ça. Voilà, donc, hop. Voilà, Alanis Salustice. Donc, l'héroïne l'héroïne basiléenne. Voilà. Donc, on est vraiment sur une très, très, très belle pièce. Franchement, non, là, la résine... La résine de Mantic, allez-y, jetez-vous dessus parce qu'elle est franchement, mais... Waouh, top quali. Hein. Bon, hormis les cornes du Bloody Cardinal, franchement, c'est la top qualité. Ça va être un pur plaisir de peindre ça. Puis regardez, on a même un petit socle scénique. Je suis désolé. C'est quand même. Ils font... voilà, on a même les détails sur le livre. Voilà, faudra peut-être un peu le nettoyer, mais bon... Je sais pas si ça se voit. Allez, come on. Voilà. Vous voyez les détails du livre, hein. Oula. On est vraiment sur quelque chose de très 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 propre. Désolé pour les coups, mais je suis obligé de rapprocher vraiment un max pour que vous puissiez voir tous les détails. Non, franchement, les figurines en résine, elles sont top. Elles sont vraiment très top. Il y a peut-être un petit peu de travail débarbage, mais bon, ça, c'est pas très grave en soi. Mais franchement, non, elles sont... Franchement, elles sont magnifiques. Bon, après, c'est des trucs un peu moins sympas. Hein. Je suis désolé, je vous avoue, c'est pas le choix, mais ce qui est bien, c'est qu'on a... Alors... Ah, bien, si. Voilà, vous avez en fait les notices de montage. Donc, pour les missionnaires macabres, donc c'est les 3 berserkers. Et vous avez ici, j'aime beaucoup ça, le petit encart qui vous montre les dimensions de leur socle. Vous avez du coup, voilà, c'est ça. Donc, les missionnaires macabres, alors, Slithering, je sais plus ce que c'est, c'est l'évêque serpentin, j'ai envie de vous dire. Voilà, je crois qu'on peut dire ça comme ça, je sais pas si ça se voit bien là, vous voyez. Mais bon, bref, vous avez les notices. Et le cœur caquetant, donc ça, c'est les petits démons, enfin, c'est les lesser demons, donc les démons inférieurs. Et vous avez en fait donc toujours le petit encart. Et ce qui est intéressant, et vous avez le Bloody Cardinal bien sûr, voilà. Et ce qui est intéressant alors, c'est ça.
Il est possible qu'à l'avenir, vous puissiez avoir les compagnies, donc les groupes, que vous puissiez les avoir à l'unité, puisqu'il est marqué Company Box. Qui sait, peut-être. Un jour, si ça marche. Vous avez aussi, regardez-moi ça, donc la Company Box d'Alanis Salustis avec The Watchmen, donc les guetteurs de Tarisios, donc les arbalétriers. Ils vous montrent comment les assembler. Alors c'est très rapide, c'est très succinct, ça ne correspond pas à tous les cas de figure. Bon, on verra ça à l'assemblage, comment on s'en sort, et on en parlera lorsque je ferai le retour. Les lions de Gneus. Alors Gneus, c'est un personnage très important de l'histoire des Basiléens, puisque c'est un héros. En fait, c'est un des plus grands guerriers de Basiléa. D'ailleurs, il existe en figurine. Et c'était, je crois, c'était l'oncle d'Alanis Salustis, de mémoire. Puis enfin, ben voilà, les gardiens de Tarisios, donc les lanciers. Alors je vous mettrai de manière plus claire dans la vidéo, je pense que vous avez dû voir quand je vous ai montré les grappes, je vous ai mis les photos des figurines, à quoi ça correspondait. De même pour Alanis Salustis et pour le Bloody Cardinal, vous avez les photos. Comme ça, ce sera plus clair, mais bon, au moins ils ont pensé à mettre les plans pour chaque truc. Ensuite, alors c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est ça. C'est que vous avez des cartes. Alors c'est des cartes d'unité, mais aussi d'ordre. Parce qu'en fait, le jeu va fonctionner avec des ordres. Donc vous avez des ordres. Vous avez donc, en gros, voilà, vous allez avoir pour chaque unité, donc, et pour le héros, une carte de profil. Et pour la faction, donc, vous avez ces ordres. Ce sont des ordres qui lui sont propres. Donc, chaque ordre va avoir une icône, puisque vous avez 3 ordres différents. Et vous allez avoir des jetons qui correspondent à ces ordres. Donc, avec le symbole et la couleur pour la faction. Grossièrement, hein. Vous allez avoir, je crois, c'est des jetons bleus et des jetons rouges. Et après, vous entendez avec votre adversaire pour savoir quelle couleur, qui prend quelle couleur. Mais voilà, vous aurez toujours donc les ordres de la faction. Donc vous savez que là, c'est les Basiléens, menés par Alanis Salustis. Vous avez le symbole ici basiléen aussi en plus. Et vous avez du coup les ordres de votre compagnie. Et ce que j'aime bien aussi, du coup, vous avez le visage qui représente la faction. Et vous avez un petit background ici. Vous voyez. Donc il parle là, c'est les gardiens de Tarisios, donc les hommes d'armes, qui parlent de où se trouve Tarisios, etc. Ils en parlent un petit peu. Et puis après, vous avez bien sûr toujours les règles et une photo. Pareil pour les Watchmen. Et puis Alanis Salustis, pardon. Donc pareil, les règles, le profil. Et vous avez même une règle de champion, qui est une règle unique ici. C'est plutôt pas mal. C'est des petites règles qui vont colorer le jeu et qui vont donner un peu du caractère à votre unité. Donc ça, c'est les Basiléens. Et vous avez pareil, on va regarder rapidement pour les... Hop. Alors, truc que je ferai sans doute, c'est trouver des protège-cartes pour vraiment protéger ces cartes le mieux possible. Et du coup, vous avez pareil pour le Bloody Cardinal et sa compagnie. Alors je suis désolé, c'est peut-être un peu long, mais il y a pas mal de choses que je regarde avec vous. Donc voilà. Faction Order, toujours. Alors, pareil encore, on a du coup, vous voyez pour les cartes, le visage de la faction. En fait, c'est pour ceux qui comptent acheter plutôt, ou qui ont du coup le livre de règles de Kings of War, c'est le visage que vous avez en médaillon pour représenter la faction. Vous avez une image du Bloody Cardinal, j'adore le côté un peu, vous voyez, rouge sombre, comme ça, rouge bordeaux. Et puis vous avez du coup le symbole ici, le petit trident, le symbole des hordes de l'abysse. Donc ça, c'est les ordres. Vous avez pareil encore, donc là, les missionnaires macabres
avec leur petit background. Pareil encore, les règles spéciales et le profil. Faut vraiment que j'étudie ça. Pareil, hein, le Slithering Bishop, donc l'évêque. Faut vraiment. Je suis un peu rouillé pour mon anglais. Hein. Je regarderai ça. S'il y en a qui sont anglophones qui veulent le dire, hein, n'hésitez pas. Parce que Slithering, ça ne me dit plus rien. Je serais tenté de dire que c'est le serpentin, mais je suis pas certain. Slithering, ou le rampant peut-être. C'est une forme de rampant, mais comme pour les serpents. N'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires, s'il y en a qui sentent de le faire. N'ayez pas peur. Le cœur cactant, donc, ou la chorale cactante, hein, voilà. Vous avez donc pareil, background, profil, règles, et puis ben, le The Bloody Cardinal. Hop. Avec ses règles spéciales. Alors, voilà, toujours pareil. Hein. Voilà. Enfin, ses règles spéciales et la règle de champion. J'aime beaucoup. Famine et festin. Ça campe le personnage. Alors, on a quoi ça, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est les petits trucs de ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, etc. Ils sont obligés de le faire, forcément. Alors, ça, par contre, c'est de la petite surprise. J'aime beaucoup l'idée. C'est que on a un tapis de jeu. Alors, je vais le déployer à côté pour pas bousculer trop la caméra. Mais, et ça, j'aime bien. Regardez-moi ça. Un côté, c'est la toundra. Et de l'autre, c'est une prairie. Donc, on est sur un tapis de jeu qui est plutôt intéressant. Alors, est-ce que... Ok, alors, faudra que je vois ça, mais... ça m'a l'air un poil plus grand que du Kill Team. Puisque j'ai un tapis Kill Team, en fait, qui me sert pour... en dessous. Alors, je suis désolé, je peux pas vous le montrer à la caméra parce que ça va déborder. Mais en tout cas, c'est plus long que du Kill Team. Et est-ce que c'est plus large? C'est ça la grande question aussi pour moi. Ça a l'air... Ouais, les dimensions sont très différentes que par rapport du Kill Team. Donc, bah écoutez, je vais essayer de voir dans le livre de règles s'ils en parlent, s'ils donnent les dimensions exactes. Mais en tout cas, c'est pas un tapis similaire à Kill Team, c'est un tapis qui est plus grand. Par contre, deux choses que je ferai remarquer, c'est que la map a un fini très mat. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien, ben, surtout pour les youtubeurs comme moi. Hein, voilà. Et puis surtout, ben, elle est quand même assez épaisse pour du papier. J'aime bien cette épaisseur-là. Donc honnêtement, ça a l'air d'être du matériel assez durable par rapport à des maps comme celle qu'on a. Ben, je vais prendre l'exemple qu'on avait précédemment hein, pour Infinity, qui est un papier plus classique. Mais là, ça me paraît plus solide. C'est bien, ça me paraît plus compact. Rien qu'au poids et au toucher, je le sens. Donc ça, c'est bien. Alors, on a le livre de règles. Mais ça, on le verra après. Parce que je voudrais vous montrer ça. Et vous avez deux planches. Alors, du coup, j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On va les laisser comme ça pour éviter que ça vole partout. Mais voilà. Et vous avez, du coup, les décors en 2D. Donc, vous avez 3 murs. Un massif pierreux, j'ai envie de dire. Et une petite forêt ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont adaptés aux deux tapis. Aux deux faces du même tapis. Puisque vous avez d'un côté la prairie verdoyante, enfin, elle n'est pas si verdoyante que ça, elle est plutôt boueuse même, et de l'autre, vous avez la neige. Alors, ensuite, vous avez différents jetons. Alors, là, ceux-là que vous avez là, alors il faudrait que j'ouvre pour vous les montrer, mais si je ne me trompe pas, c'est les jetons d'ordre. Puisque vous avez 3 jetons d'ordre à distribuer pour la partie. Et vous les distribuez, vous posez les jetons près de l'unité concernée et vous jouez l'ordre quand c'est votre tour. Ça doit être des jetons de statut, je pense. Ça vérifier. Ça, c'est des jetons sans doute de blessures. Puisqu'en fait, les blessures que... Alors, c'est pas vraiment les blessures, mais les dégâts que vous prenez vont jouer sur les tests de nerve. Donc votre détermination, quand vous allez la tester, bah, si vous vous plantez, ben, vous vous plantez, et puis voilà.
Ça, bah, comme je vous disais, c'est une des jauges. Alors celle-là, je sais pas trop à quoi elle sert. Si, peut-être pour calculer l'angle, en fait. Ou non, c'est celle-là pour l'angle. Et je vous disais pour l'angle des... Vous posez ça, en fait, sur votre unité. Vous voyez, en fait, 45-45, c'est marqué là. C'est pour vous dire, en fait, du coup, vous posez ça sur le socle à côté du socle de votre unité. Et si l'adversaire arrive de ce côté-là, sur ce côté-là, ici, il est de front. S'il arrive plus de ce côté-là, il est de flanc. Vous voyez, c'est une petite réglette pour déterminer de quel côté vient l'adversaire. Ça, c'est la réglette pour les distances. Et après, vous avez... Alors... Ok. Donc vous avez les dégâts ici, encore une fois. Donc ça, ces petits points-là, c'est des dégâts. Et vous avez des points de victoire. Donc à mon avis, qui doivent être déterminés par le scénario. À voir. Donc, mais voilà, ça, c'est un truc très simple. Alors je vais ranger un peu la table. Et puis on va se faire après un petit focus sur le livre. Parce que j'ai envie de vous montrer un peu le livre. Je range un peu ce qu'il y a et puis on voit ça. Bon, on a pu voir le contenu de la boîte. Maintenant, on va s'intéresser davantage au livre de règles. Comme vous voyez, on n'est pas sur un gros livre. Hein. Vraiment, c'est... on va voir directement combien ça fait de pages. Hein. Voilà. 63, 64, 65... attendez. 62, 63, 64, 65, 66 pages. On a vu plus gros hein, comme livre, je vous avoue. Bref. Sachant que ce livre est trouvable dans le commerce, hein, seul, avec les planches de jetons. Il est à, je crois, il est à 35-40 euros, je crois, à voir. Je mettrai sans doute une correction ici, hein, à l'écran, pour pas dire de bêtises. Bref. Donc, le livre de règles de Kings of War Champions. Kings of War Champions, des légendes forgées dans la bataille. Là, ben, je vais me refaire un petit peu le critique artistique, hein, désolé. Mais bon, on voit déjà du gobelin, du basiléen. Alors, truc intéressant, c'est que ce basiléen, bon, c'est peut-être, je pense, vu son équipement, juste un champion de base, hein, même s'il a l'air d'être très héroïque. Si ça se trouve, peut-être qu'il était décidé que le premier personnage, ça devait être lui, et puis ils ont mis Alanis Salustis à la place, qui sait. Et puis surtout, il y a ça, le petit sorcier gobelin très marrant, mais qui n'est pas dans le jeu non plus. Donc, à voir peut-être, est-ce qu'on aura autre chose à un moment ou à un autre. Passons donc à ce qu'il a dans le ventre. Donc, on a... alors, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Toujours, hein, non. C'est bien, voilà, je vais essayer de vous le rapprocher un peu mieux. Je sais pas si vous me direz si vous voyez ou pas. J'aime pas trop cette lumière, tant pis. Bref, les règles, très simples. Getting started, donc comment c'est en gros les basiques, hein, en fait. Ensuite, les règles. Très intéressant, c'est que les règles ne tiennent que sur une vingtaine de pages. Puisqu'ensuite, Playing a Game, c'est page 28, alors que les règles commencent à la page 8. Ça vous donne une idée de vraiment le peu de règles qu'il y a à connaître. Les scénarios. Ensuite, on a le background, où là, c'est vraiment... c'est la moitié du bouquin, c'est le background. Avec les dramatistes personnés, donc voilà, je sais pas ce qu'ils entendent par là, est-ce que c'est tous les personnages ou pas. Et après, ils font un focus sur chacune des 9 factions présentes. Basiléen, Force de l'Abysse, Gobelin, je sais pas si vous voyez, mais bon, au pire, je vous le dis là. Halflings, donc les Hobbits, Night Stalker, les Cauchemars, l'Alliance du Nord, les Ogres, le Royaume du Trident de Neritika, donc ça c'est un... Alors c'est un royaume... En fait, c'est une faction typique du jeu. C'est un royaume purement aquatique. Donc c'est les mers, les lacs, les marais, les fleuves. Voilà. De petits royaumes très importants néanmoins. Et puis bien sûr les Twilight Kin, donc les... Alors... C'est l'engeance du crépuscule, les elfes du crépuscule. S'il y a des joueurs de VF,
N'hésitez pas à me reprendre s'il y a des termes qui ne correspondent pas à la traduction officielle, hein. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis tout oui. Que ce soit là ou tout au long des règles, hein, je vais essayer de faire ça un peu à ma source, parce que je n'ai pas encore le livre de règles de Kings of War en français pour l'instant. Puis bon, moi vous avez les crédits, alors les crédits on voit forcément Rob Burnham, donc c'est le Berman, pardon, Rob Berman, l'auteur du jeu. Et j'aime bien la petite mention, pardon, Based on Kings of War by Alessio Cavatore. Voilà, rendons à César ce qui lui appartient. D'ailleurs, Alessio Cavatore qui fait partie des playtesters, hein, il est mentionné ici. Ça fait toujours plaisir à voir. Ensuite, on ouvre déjà, on est dans le vif du sujet. Une partie endiablée, j'ai envie de dire, puisque vous avez 4 factions présentes. Les ogres, donc on nous spoil un peu les ogres, hein, qui ne sont pas encore en précommande pour le moment. Donc on voit déjà ce qu'il y aura. Il y a le personnage principal, donc une ogresse. Oui, oui, c'est une ogresse. Accompagnée de son crocodile familier. Avec des guerriers et des tireurs. Alors j'ai plus le nom exact. Et un char ogre, tiré par des sortes de tigres, de fauves, tigres, lions, je sais plus trop ce que c'est. Enfin, c'est une créature assez particulière. Vous avez ensuite, donc, ici, l'Alliance du Nord. Avec, je vais voir ce qu'on voit plus tard. Voilà, c'est ça. Je triche un peu, hein, je l'ai là, parce que je me suis planté de nom tout à l'heure. C'est Jordan Talensen, le personnage de l'Alliance du Nord. Personnage très intéressant, croyez-moi. Euh, Ensuite, vous avez les Basiléens avec Salustis. Et vous avez les forces de l'Abysse ici avec le cardinal sanglant. Ensuite, donc, getting started, donc bah, en gros, les basiques, hein, de quoi vous allez avoir besoin, que ce soit pour faire le montage des figurines ou pour jouer. Qu'est-ce que vous avez? Oui, Gaming Area, j'aime bien ça, c'est qu'ils montrent quand même le tapis en néoprène, parce qu'ils ont un tapis en néoprène double face qui est à la vente à l'unité, qui est fait exprès d'ailleurs. Ah, bien, c'est bien, on a les mesures. Donc 42, 42 pouces sur 24 pouces. Alors je mettrai sans doute la conversion ici, parce que je vois que c'est un peu sombre, donc je la mettrai sans doute ici. Euh, voilà, on a une idée de la surface, ça peut être intéressant, parce que est-ce qu'on va avoir d'autres tapis qui vont sortir? Est-ce qu'il va falloir acheter celui-là? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce genre de format chez d'autres fournisseurs, par exemple Torek, P-Work Wargames, à voir. Mais en tout cas, on a les mesures. 42 pouces sur 24. Ça aide un peu. Les dés, les jetons de commande, les modificateurs, les rerolls, donc des trucs de base. Et bien sûr, après, il nous parle d'une autre base, d'une autre notion très importante dans les jeux de Mantic, et notamment dans Kings of War. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le multibasing. Donc en gros, c'est le soclage d'unités. Puisqu'en fait, vous ne jouez pas votre unité comme un assemblage de socles individuels, mais comme un tout. C'est vraiment, vous voyez les planches qu'on a vues tout à l'heure, ben, c'est le socle de votre unité. Vous n'avez pas des socles de 2,5 par 2,5 pour chaque figurine de votre unité. Ça vous permet de faire des petits dioramas, ça vous permet de donner un peu de caractère. Je crois que c'est tout à l'heure que je vous disais justement que sur YouTube, j'avais vu un gars qui avait fait une armée du cauchemar sur un thème. En fait, tout le soclage de son armée, c'était des champs abandonnés, en fait, avec des, comment dire, des, ah, comme le passage du socle d'une charrue, vous savez. Il avait vraiment fait les lignes dans les champs. Il avait fait les barrières un petit peu cassées, abîmées, puisque le champ était abandonné. Il avait rajouté des petites, ce qu'on appelle des tufts. Vous savez, là, c'est ces petits trucs-là là, qu'on voit pour faire de l'herbe, pour faire des touffes d'herbe sur les socles. Et ça donnait vachement bien. Ça demande du boulot, mais c'est pas mal, hein, franchement. Une fois que c'est fait, une fois que vous maîtrisez le truc, ça peut être très intéressant. Moi-même, je vais étudier un peu le sujet avec des rouleaux à texturer, peut-être un peu de polystyrène ou du liège, je sais pas encore, je vais voir.
mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour donner vraiment du caractère à votre unité. Surtout dans un jeu comme ça où vous avez très peu de figurines, ça peut vraiment être intéressant, pertinent, et puis visuellement, vous vous éclatez. Et autant le dire, hein, ça fait classe. Donc, le multibasing. Et ensuite, le rappel des caractéristiques d'unité. Donc, on est sur les règles avec une carte d'unité. Donc là, on est sur l'Atheal Void Art. C'est la championne du Twilight Kin. Très stylé aussi comme personnage. On vous montre en fait à quoi correspond chaque élément sur la carte. Normal, vous me direz, mais bon, c'est toujours utile. Et donc, du coup, là, on a un peu... je m'y retrouvais pas tout à l'heure sur les cartes. Donc, vous avez la taille du socle, le type d'unité, donc champion, base, support, etc. La vitesse, donc ça, c'est le mouvement. En gros, c'est le... Combien de mouvements peut faire une unité dans le tour. En pouces, bien sûr. Enfin, c'est son mouvement de base, c'est pas vraiment dans le tour, parce qu'il y a des règles de charge, des trucs comme ça peut changer. La mêlée et SH, donc le shoot, c'est ça, shoot, j'aurais dû y penser. Donc c'est l'attaque de corps à corps et l'attaque à distance, respectivement. Et en fait, le résultat qui est montré là, par exemple, Latial Void Art en mêlée et en tir, elle a 4+, donc en fait, c'est le score qu'elle doit obtenir sur ses dés pour toucher avec une attaque. Donc en gros, elle lance ses D6 et elle fait du 4. Si elle fait 4, 5, 6, elle réussit son test. La défense, donc ici, c'est le score que l'ennemi doit obtenir pour endommager l'unité. En gros, c'est la sauvegarde. Tout simplement. Et ensuite, après, vous avez donc US. Donc ici, c'est pas les United States of America. Hein, on oublie cette idée. C'est la force de l'unité, Unit Strength. Et ça, c'est une caractéristique qui est utilisée pour notamment le contrôle d'objectifs contestés. Comme je vous disais, c'est un jeu vraiment de stratégie. C'est un jeu où on ne va pas forcément chercher la marave à tous les coups. Ça peut être utile, mais pas toujours. Mais on va plutôt chercher à contrôler des espaces sur la table de jeu, sur le plateau, pour pouvoir gagner des points. Ensuite, ATT, c'est l'attaque, donc c'est le nombre de dés qu'on lance, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est le nombre de dés quand vous faites une attaque soit à mêlée, soit à distance. À chaque fois que vous faites une attaque, vous lancez. Enfin, chaque fois que vous faites une action d'attaque ou de combat au corps à corps, vous lancez autant de dés que vous avez d'attaque. Alors, Nerve. Alors, les joueurs francophones, j'avais dit que c'était la détermination, la volonté. Je pense qu'on peut partir sur un terme comme le moral. Ça me correspond davantage, je pense. Et ça correspond davantage au jeu, je pense. Alors dites-moi si c'est ça, s'ils ont utilisé le terme de morale, comme dans les jeux comme 40 000 et Warhammer à l'époque, hein, on parlait de morale ou de commandement. Mais dans beaucoup de jeux, c'est le moral, de mémoire. Ensuite, bon, les règles spéciales et les règles de champion. Voilà. Ensuite, alors, l'un des aspects les plus importants du jeu, comme je vous disais, c'est du rank and flank, donc c'est tout ce qui concerne le facing et les arcs. Donc le facing, en fait, c'est vers où votre unité est tournée. Donc front arc, par exemple. Et puis vous avez un petit diagramme. Ça, vous aurez toujours beaucoup de diagrammes dans les jeux de Mantic, notamment Kings of War, parce que c'est vraiment très important de saisir la subtilité quant au placement, quant au mouvement, quant à l'orientation de votre unité. C'est vraiment le plus... C'est même l'un des aspects clés du jeu. Si vous ne le saisissez pas, vous ne parviendrez pas à correctement jouer à Kings of War et à ses dérivés. Le placement, c'est la clé. Le positionnement de votre unité, c'est la clé. Et c'est pour ça que vous avez énormément de diagrammes pour vous expliquer les interactions entre les unités avec la ligne de vue, où se trouve ce qu'on appelle le Leader Point, donc le point du chef d'unité, qui est généralement du coup le centre de l'arc frontal, ce qui va vous permettre de déterminer
et l'arc frontal de votre unité, mais aussi du coup la ligne de vue vers une unité adverse. Ça va vous permettre de mesurer les distances, puisque tout est pris à partir de ce point-là précis. Alors, attention, c'est sujet à caution, mais c'est très résumé, et il faut que j'étudie vraiment les règles pour pas dire trop de bêtises. Mais grossièrement, le Unit Leader Point, c'est ça. C'est vraiment pour mesurer la distance d'une unité à une autre, et pour voir si vous avez une ligne de vue sur cette unité. D'ailleurs, vous avez le petit rappel de ce qu'ils appellent le Arc Tool, donc l'outil d'arc, qui vous permet de déterminer, en le plaçant à côté de votre unité, si l'unité est dans l'arc frontal, le flanc droit ou le flanc arrière, ou l'arc arrière, pardon. Voilà, selon comment est positionné l'adversaire par rapport à vous. Ensuite, donc, un rappel des notions de ronde et de tour. Et du coup, la présentation de la phase de champion. Donc ça, on verra après, mais en gros, c'est à ce moment-là que le champion va donner les ordres avec les petits jetons qu'on a vus tout à l'heure, avec les petits sigles, sachant que chaque sigle va correspondre à un ordre précis et donc va donner une capacité à votre unité. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Bon, ça j'aime bien l'image, le repos du guerrier, l'ogre et le gobelin qui se posent après la bataille, c'est très marrant. J'aime bien ça, c'est un côté presque décalé et très très drôle. C'est typique de Mantic, ce côté un peu décalé. Voilà, la phase de mouvement. Alors, si je me trompe pas, c'est celle qui a le plus de règles. Parce qu'on a de... Ouais, si on compte les règles de terrain, c'est celle qui en a le plus. Parce que c'est là aussi, je vous disais, l'orientation, le placement de votre unité, c'est ce qui est le plus important en jeu. Donc forcément, ils vont prendre bien le temps de vous expliquer à quoi ça sert, comment vous déplacer, parce que c'est important. Et petit truc que j'aime bien, c'est que vous savez, là, le petit objet, la petite règle, on ne savait pas trop à quoi ça servait, là, ce truc-là. C'est expliqué là. C'est un outil de placement d'unité. Cet outil, c'est un pense-bête. En fait, vous le placez quand vous voulez quand vous voulez déplacer votre unité, voir si un mouvement est possible, parce que vous pouvez faire ça. Vous placez ça à l'angle de votre unité, et ensuite vous prenez votre unité et vous la déplacez. Comme ça reste en place et vous savez d'où l'unité est partie. Ça, c'est pas con du tout. J'aime beaucoup cette idée. J'aime vraiment beaucoup cette idée. C'est un truc simple. On n'y pense pas, mais voilà. C'est génial. C'est génial. Il devrait breveter l'idée. En tout cas, de mémoire, j'en ai pas vu ailleurs de ça. Ça existe peut-être. N'hésitez pas à me le dire, les wargamers. Notamment ceux qui jouent à The Old World, parce que je me souviens pas avoir vu ce genre de jauge apparaître de mémoire dans les vieilles versions de Warhammer. Ensuite, vous avez les règles pour les charges. Donc, les charges, comment faire une charge, les charges de flanc et de dos, les charges de coin à coin. Ok, donc on a pas mal de choses. Toujours des petites illustrations d'ambiance, j'aime bien, avec la petite Orfling sur son chien de combat. Oui, c'est des chiens de combat, ça s'appelle des Aralèzes. Aralèzes, A-R-A-L-E-Z. J'adore. C'est un des trucs qui me fait kiffer les Orfling dans ce jeu. Qu'est-ce que vous avez d'autre ensuite? Les charges multiples, forcément, ça vous allez y venir. Vous voyez, par exemple, une unité et un personnage qui charge la même unité. Et toujours un hobbit avec son Aralèze, cette fois contre un cauchemar. Oui, non, franchement, les hobbits, ils sont très drôles. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà, les règles de terrain, donc les différents types de terrains que vous pouvez rencontrer en jeu. Les forêts, les obstacles, les terrains difficiles, les terrains bloquants. Tout ça est défini parce que forcément, ces terrains vont avoir un impact en jeu, puisque c'est eux qui vont déterminer un peu dans quelle direction vous allez aller, c'est eux qui vont vous bloquer les lignes de vue,
qui vont vous bloquer le mouvement. Donc forcément, ça fait partie des règles importantes à saisir. Ah, et ensuite on est à la phase de tir. Et là, bon bah c'est comment faire une attaque à distance, les armes à distance, avec la présentation, qu'est-ce que c'est, comment reconnaître une arme à distance, visiblement. Qu'est-ce qu'on a? Hitting the target. Bon, toucher l'unité, les obstacles. Les dommages, vous voyez, hein, je m'étais pas planté, les petits pions avec des chiffres, les petits pions ronds en tout cas, c'est pour les dommages. Ensuite. Ah bah oui. Effectivement, les règles de mouvement étaient les plus complexes, puisque là, vous voyez, on a quoi 8 pages, je crois, pour le mouvement, en comptant les règles de terrain. Et là, on a 2 pages pour les attaques à distance. Là, on est sur les attaques au corps à corps, donc le combat, hein, la mêlée. Bon, grossièrement, ça reprend les mêmes. Hein, vous voyez, c'est le même principe. Hein. Vous choisissez une cible, vous lancez le dé pour toucher, vous lancez le dé pour faire les dommages. Là, c'est pas. Et après, ils mettent pas... Ah. Si, on teste les nerfs aussi. Très bien. Et après, vous voyez, ben là, c'est pareil. On touche, on fait des dégâts, on teste le moral de l'adversaire. Et après, vous voyez, vous avez même ce qui se passe après le combat. Donc, en gros, le pushback, donc le repli stratégique, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est... Et puis si là, par exemple, routed, en gros, si l'adversaire est détruit, s'il est dérouté, donc en gros, si l'unité est retirée, ben vous avez l'option, je crois, pour l'unité qui a gagné le corps à corps. Donc c'est plutôt intéressant, c'est rapide, voilà. Les règles de nerves, donc le moral, voilà, quand le tester, comment le tester, les unités dévastées, et les règles pour les double 6 et les double 1, sachant que double 6 c'est un échec critique, le double 1 c'est une réussite critique, si j'ai bien compris. Puis une très jolie illustration d'Alanis Salustis sur le côté, ça met toujours dans l'ambiance, c'est bien. Ensuite, jouer un jeu, ah d'accord, alors ça c'est bien. Je me demandais ce que c'était ces petits jetons étoilés, c'est les marqueurs d'objectifs. J'aurais dû y penser plus tôt. Donc, les scénarios, là, vous voyez, on a 6 scénarios. La patrouille, le portail, dans l'antre du lion, chasse au trésor, faites une percée, make a break. Ou... Non. Faites une pause pour ça, faudra que je lise. Et tenez vos positions. Voilà, commencer une partie, la durée d'une partie. Voilà, on a combien? On est... Ok, donc c'est 6 rondes complètes pour une partie, visiblement. Sauf si c'est spécifié différemment par le scénario. Donc on a les points de victoire, les marqueurs d'objectifs, les compteurs de loot. Ah, il y a des compteurs de loot, ça peut être intéressant, faudra que je vois. Pour ceux que ça intéresse, ça peut se trouver sur internet et s'imprimer en 3D. Ou alors se bidouiller, hein, un socle, des coffres, des petits trucs comme ça. Ça se fait en 2-2. Ça se fait très facilement. Donc les scénarios, patrouille, avec, vous voyez, alors j'aime bien le... je sais pas si vous voyez, voilà. Vous avez les zones de déploiement et vous avez les endroits où vous mettez vos points d'objectif. Vous voyez les objectifs. Alors j'aime bien, il y en a un, déjà chaque patrouille en contrôle un, mais après ils vont devoir en contrôler 3 autres. Pareil, Capture the Portal, c'est relativement similaire, sauf que vous n'avez que 3 jetons objectifs et qui sont numérotés. Donc ça, c'est à voir pourquoi. Into the Lion's Den, là on a les 5 jetons objectifs, on en a un au milieu et puis 2 de chaque côté de la table de jeu. 2 donc qui sont déjà contrôlés, enfin vous en avez 4 qui sont donc déjà contrôlés par les armées en face. Treasure Hunt, vous en avez 3 au milieu. Make a break for it. Ok, ouais, non, c'est ça, c'est faire une percée en fait, en gros. Mais il n'y a pas d'objectif en gros. Là, il n'y a pas du tout d'objectif.
Donc en gros, c'est juste une unité qui doit traverser la ligne adverse pour rentrer chez elle, en gros. Hold Your Ground, là, on est sur du contrôle de zone, visiblement, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, vous avez 6 zones. Donc c'est du... Ouais, c'est ça, c'est du contrôle de zone classique. Et c'est là que, vous voyez, la force d'unité est très importante, puisque quiconque a le plus haut score total de force d'unité dans chaque zone contrôle la zone. Voilà, c'est simple et efficace. Voilà la partie importante et intéressante. Le background. Alors, avec une très belle illustration montrant les forces de l'abysse contre... alors ça, c'est les forces du trident. C'est des Néréides, ça. Voilà, alors. Ah bah parfait. On a une jolie petite map de Panitor. Alors je vous en avais mis une au début de la vidéo, mais là vous en avez une nouvelle. Donc on a... je sais pas trop, c'est Northern Panitor, donc c'est le nord de Panitor. Ben, oui, c'est la région la plus importante et la plus intéressante. Pour mémoire... Elle est très différente de l'autre. Ah voilà. Là vous avez l'abysse, en fait, cette balafre là qu'il y a là, c'est l'abysse. Et normalement, les basiléens sont à peu près ici, je crois, de mémoire. Après, vous avez l'Alliance du Nord qui est ici. Oui, les royaumes successeurs, donc ça, c'est les royaumes humains. Enfin bref, vous avez... Voilà, la carte est très jolie en tout cas. Elle fait un peu plus médiévale que les précédentes versions. Donc, vous avez le background avec, du coup, les forces du bien, avec de beaux décors. Tiens, ça, c'est... J'aime beaucoup le côté campagnard comme ça. Voilà, les forces neutres, donc avec les elfes, les forces de la nature, et les forces du mal, bien sûr, forcément, hein, avec les terres volcaniques. Et après, bah, vous avez Dramatis Personae. Ah, alors c'est ça, les Dramatis Personae, en fait, ce sont les différents personnages, les différents champions. Donc vous avez, alors, Latial Void Art pour Twilight Kin, The Void Talon pour les Night Stalkers, donc pour les cauchemars, Taran Bly, j'aime beaucoup, c'est le héros Hobbit, enfin le héros Halfling avec sa tondeuse à gazon lourdement pimpée, The Bloody Cardinal, donc pour les forces de l'abysse, Alanis Salustis pour les basiléens, Jordan Talenson pour l'Alliance du Nord, Arokamora, si je lis bien, qui elle c'est pour les ogres, Gronk Blackclaw, c'est les gobelins. Alors j'aime beaucoup, c'est très mignon en fait, il a récupéré une armure naine et il l'a pimpé en ajoutant des canons pour lancer des petits chiots. Parce que en fait les gobelins ont des chiots qui leur servent de... Comment dire, de monture parfois, de bêtes de trait et aussi de bêtes d'attaque. Et lui il a carrément deux canons sous les bras qui s'amusent à lancer, avec lesquels il s'amuse à lancer des chiots à la gueule de l'adversaire. C'est très drôle. Et puis bah voilà, Axel Tricklebrook dont je vous parlais tout à l'heure, Royaume du Trident, très mignon. Il est franchement c'est le plus inattendu de tous, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est très original. Et puis ça a le côté un peu kawaii, très japonisant, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Ensuite, vous avez du coup le background. Vous voyez, on est vraiment sur les basiléens avec une présentation de la faction. Très rapide, hein, mais comme je vous disais, vous avez le background qui est librement téléchargeable, gratuitement téléchargeable sur le site de Mantic. Je vous mettrai un lien. Par contre, armez-vous de patience. Déjà, c'est en anglais et c'est 305 pages. Donc, c'est beaucoup. Et puis, vous avez du coup la présentation de l'héroïne. Donc, vous voyez, avec Alanis Salustis, son background. Et c'est résumé un petit peu, j'aime bien, ça a l'air. Il y a une partie un peu échange en fait où on cite ce que disait Gnaeus, les questions qu'on lui posait à l'époque, enfin très intéressant. Et j'aime beaucoup le bleu violacé qu'ils lui ont donné. Je vais peut-être m'en inspirer pour la couleur des tissus parce que le bleu
des basiléens, bon, il est bleu fade, alors que là, le bleu pourpre comme ça, il est beaucoup plus riche, je trouve. Je verrai, j'essaierai. Ensuite, Force des Abysses, donc avec le Bloody Cardinal. Là aussi, j'aime beaucoup le design. La couleur, en fait, la colorimétrie qu'il donne, qui change vraiment de la figurine. Donc, présentation, en fait, du Bloody Cardinal. Alors, de mémoire, alors, elle, par exemple, c'est l'héritière d'une grande lignée de héros basiléens. Et tout le monde lui a mis une pression monstre dès l'enfance pour dire bon, c'est quand que tu vas devenir paladin, c'est quand que tu vas devenir une héroïne, etc. Lui, de mémoire, c'est un cardinal qui était quelqu'un de bon à la base, cardinal basiléen. Et en fait, ben, il y a quelqu'un qui lui a murmuré à l'oreille qu'il devrait peut-être faire autre chose. Et en fait, ben, il a détourné du droit chemin, du bon chemin. Et c'est devenu en fait une créature qui est tombée dans les tréfonds de l'abysse et qui est mort à cause de ses péchés. Et ses péchés l'ont transformé. Et il est devenu le Bloody Cardinal. Donc cette créature immense, grosse, armé de son marteau. À la base, c'était quelqu'un de bien qui a chuté. Je crois. Je crois. Faudra que je le relise, mais grossièrement, c'était ça d'après ce que j'ai compris. Alors, les gobelins. Alors, les gobelins, bah, vous voyez, j'aime beaucoup, hein. On voit vraiment là le canon qui lance les chiots, hein, qui vont hâte de s'amuser en plus. Et c'est grossièrement, c'est ça. Alors, j'aime bien, c'est un côté très, très nouvelle. Vous voyez, ça commence. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Soupira. Gasp. S'étouffa Gronk tandis qu'il chargeait à travers un autre corridor semblable aux autres. C'est. On dirait vraiment une nouvelle en fait. C'est ça qui est très très drôle. C'est marrant de voir comment ils ont tourné ça. Et en gros, dans le background, si j'ai bien compris, c'est un gobelin qui est tombé sur une sorte d'armure, d'exo-armure naine, et qui s'est amusé à la bidouiller pour. Alors, je crois il est avec des gobelins assez particuliers, c'est des gobelins pâles, en fait. C'est pas des gobelins, des peaux vertes normales, c'est des gobelins un peu palos, un peu faiblards, un peu chétifs, même pour des gobelins. Et du coup, il est devenu un peu leur chef. D'après ce que j'ai compris, hein. Euh, Comme je vous disais, j'ai écouté un, un podcast là-dessus, et d'après ce que j'ai compris, c'était ça l'idée. Ensuite, les Halflings avec... Oh, ah, alors ça c'est original. J'étais pas prêt, mais j'aime beaucoup. Donc en fait, en gros, là on n'est pas sur une nouvelle, on est sur un journal. Des jours 1, jour 2, jour 3, jour 12, jour... Et ma dernière entrée. Donc voilà, Taran Bly. Alors d'après ce que j'ai compris, et ça c'est très très drôle, c'est qu'en fait ces suivants n'en sont pas vraiment. C'est plus des gens qu'on paye pour le garder à l'œil. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un petit savant fou, mais le savant fou maladroit, vous voyez, celui qui fait des trucs qui aurait plutôt tendance à lui péter la figure ou à la figure de ses clients que de réellement fonctionner. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a cette posture un peu paniquée devant le truc qui est en train de foncer tout seul, quoi. Donc c'est plutôt amusant. Ok, Night Stalker, donc là aussi j'aime beaucoup. Là aussi c'est une lettre, d'après ce que je vois. J'aime bien, on dirait que c'est la lettre trouvée sur quelqu'un qui se trouvait sur un cadavre, j'ai envie de dire, qui raconte en fait ses derniers instants, vous voyez, avec justement les taches de sang, écrit un peu à la main. Donc là, on est sur le background, vous voyez, c'est vraiment, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment le background de chaque héros, son histoire, qu'est-ce qu'il a amené ici, et ça, c'est très intéressant. J'aime beaucoup vraiment ce principe très caractéristique, très caractérisé du background. C'est pas juste du texte qu'on vous recrache, voilà, presque impersonnel. Non, là, on est vraiment sur des témoignages, des trucs. J'aime beaucoup. Voilà, un de mes persos préférés. Alors, je vais pas vous spoiler.
Grossièrement, ce personnage est un nain de l'Alliance normale, de l'Alliance du Nord, pardon, l'Alliance nordique. C'est un nain, parce que l'Alliance nordique est un rassemblement de nains, d'elfes, d'humains, autour d'un secret. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'a dit l'auteur Rob Berman, Jordan Tallensen, sa vie c'est plot twist sur plot twist. Et je suis vraiment très intrigué par ce personnage. Donc non, je ne vais pas vous résumer ce que j'ai appris, parce que ça, je préférais que vous le découvriez par vous-même. C'est un personnage, moi franchement, j'ai vu son background, j'ai fait... Déjà, l'Alliance nordique m'intéresse énormément comme faction, je trouve qu'elle a de la gueule, je trouve qu'elle a de l'allure, et en plus, le fait que ce soit un rassemblement de nains, d'elfes et d'humains lui donne une variété très riche. Mais en plus, quand j'ai entendu un peu ce que disait Rob Berman, pardon, sur ce personnage, j'étais hypé de ouf par ce personnage-là, et par sa faction, et par cette bande. Donc ça, je pense que c'est une bande que je me prendrai un jour, je sais pas quand, au même titre que les Hobbits. En fait, il y a très peu de bandes que je ne prendrai pas, hein. Vous commencez à me connaître à force. Quand je parle comme ça, vous savez que je vais vraiment prendre des trucs. Par exemple, les Hobbits pourraient m'intéresser. Pourraient. Mais celui-là, par contre, oui, clairement, lui, je vais pas passer à côté. Ensuite, vous avez donc Arokamora, chef de la chasse. Alors, j'en sais pas grand-chose d'elle, très rapidement. Il faut savoir que les ogres, à la base, ce sont des mercenaires. Donc, ils se vendent au plus offrant. Vous avez des ogres dans l'armée basiléenne, c'est les gardes du palais, par exemple. Vous pouvez les avoir en alliés, vous pouvez les avoir en mercenaires, bref. Arokamora est assez particulière parce que c'est une chasseresse. Mais grossièrement, alors, j'en sais pas beaucoup sur elle, à mon grand regret. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ça pourrait être très intéressant comme personnage à jouer parce qu'il y a toute une histoire derrière et surtout les ogres. Ben, elle approfondit vraiment le background. Déjà, vous voyez son style, très tribal, très primal. On n'a pas ça chez les ogres. Les ogres, ils sont plutôt... ouais, ils sont plutôt bien équipés. Donc, ça change grossièrement du truc. Franchement, je suis très intrigué. Je pense que je vais vraiment prendre le temps de lire le background avant de vous faire vraiment une présentation plus globale, mais j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup cet aspect de personnages qui sont travaillés en fait. Très travaillés. Alors voilà. Bah tiens, le mignon en chef. Axel Tricklebrook, donc du Royaume du Trident de Neretica. Alors c'est un mage de l'eau. D'ailleurs, il a un petit familier ici, qui s'appelle Squitch, je crois. Je crois que c'est ça. Squitch ou Splatch, je sais plus. Parce qu'il porte un nom en fait. Splitch. C'est ça, Splitch. Ouais, c'est un truc des deux. C'était entre les deux. Et en gros, c'est un magicien. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, cette espèce de magicien est très rare. Les axolotes, en fait, le peuple axolote, hein, ici porte un nom particulier, hein, c'est un autre nom, sont des mages très puissants, mais qui sont censés avoir disparu. Et en fait, ben, Axel Tricklebrook était en hibernation pendant très 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 longtemps. Et il est sorti de son sommeil pour découvrir le monde. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à une époque, vous aviez, presque à la création du monde, vous avez eu en fait une sorte de grande ère glaciaire qui s'est créée. Et je pense que c'est là qu'ils se sont endormis en fait. Et qu'ils sont sortis du monde. Et il y a eu un réchauffement, il s'est réveillé, et il part à la découverte du monde. Et je trouve ça vraiment génial. C'est un moyen d'enrichir l'univers, d'enrichir le background, et surtout de réintroduire une armée qui finalement n'était pas forcément très, très jouée en fait. Pour autant que je sache. Parce qu'on ne voit pas beaucoup dans les démos le Royaume du Trident. On voit plus facilement les Halflings, l'Alliance du Nord, on voit même les Basiléens plus souvent, mais le Royaume du Trident, on ne le voyait pas beaucoup. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, alors ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est une faction, elle m'intéresse. Oui, alors il y a beaucoup de factions qui m'intéressent. Lateal Void Art. Là, on est sur
Bah, une elfe du crépuscule, je suis désolé, hein, c'est... Alors, d'après ce que j'ai compris, très grossièrement, c'est une mage qui a connu plusieurs épisodes dans sa vie, hein, puisqu'elle s'appelait, il y a un moment, là, ils le disent, elle s'appelait Silver Heart, puis ensuite, je crois, elle a été appelée Dark Heart, puis ensuite, elle s'appelait Void Heart, parce qu'en fait, elle a fait tellement de choses que même... Enfin, elle a commis des choses tellement immondes que même les Twilight Kin ne pouvaient plus le supporter. Et elle a été jetée dans le vide. Et elle en est revenue. Donc c'est... Elle en est revenue changée, hein, puisque preuve en est, elle n'avait pas ses pattes arachnéennes au tout début. Donc elle en est sortie changée. Pour se venger. Et j'aime beaucoup le principe, vous voyez, c'est vraiment... C'est pas forcément des factions qui sont en accord avec leur propre armée, c'est avec leur propre nation. Typiquement, la Thial Void Heart veut se venger des siens. Vous avez Tarnblay, lui, en fait, on l'a envoyé au loin pour qu'il arrête de commettre des dégâts. Je trouve ça super intéressant. C'est... On a vraiment des personnages qui sont très typés. On est vraiment sur des personnages presque de romans, de films. Et ce côté cinématographique, il me manque un peu dans le côté aseptisé de Games Workshop, vous voyez, dans les combats de patrol, dans les Spearhead. Là, on a vraiment quelque chose qui est profond. Enfin, moi, de mon point de vue, mon ressenti, c'est qu'il y a la profondeur dans cet univers, dans ce jeu. Voilà. Donc, enfin, c'est mon avis après. Mais il faudra que je le lise, il faudra que je développe ça, il faudra que je le travaille. Donc, voilà. Et puis après, bah forcément, ils font la pub. Hein. Kings of War, Dungeon Saga Origins. Ah oui, c'est un autre jeu qui est dans l'univers de Kings of War, Dungeon Saga Origins. Là, c'est du dungeon crawling. C'est encore autre chose. Vous avez Tales of Panitor, donc là, c'est des romans. Et Kings of War, forcément, le jeu de base. Et puis voilà. Voilà, je pense que là, on a fait un peu le tour de la boîte. On va revenir un peu en facecam pour que je puisse vous donner un peu mes impressions finales sur ce que je pense du jeu en soi, ce que, ce que j'ai apprécié, ce que j'apprécie un peu moins. Enfin, du jeu, comme première impression, bien sûr. Alors, le produit en lui-même, je suis assez mitigé, je vous avoue. Le jeu, non, aucun problème. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. C'est une très belle porte d'entrée au Rank and Flanks, très simple. Vous voyez, les règles, elles tiennent en très peu de pages. Par rapport à des jeux, on va pas citer d'autres jeux, mais bon, voilà. Si vous voulez commencer sur du Rank and Flank, c'est très abordable en termes de jeu et en termes de règles. Parce que j'ai pas parlé du prix, mais la boîte en elle-même, c'est une centaine d'euros. Le starter, c'est une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Grossièrement, c'est moins cher encore qu'une Spearhead de Games Workshop. Alors oui, je sais. Dans une Spearhead, vous avez que les figurines. Les règles sont téléchargeables gratuitement. Mais justement, vous n'avez pas les règles et vous n'avez qu'une faction. Là, vous en avez deux, avec le livre de règles complet, les jetons et même un tapis de jeu. Je sais pas ce qu'il vous faut là, franchement. Le prix est très intéressant. Les compagnies sont à 50 euros. Ça veut dire que même avec, si vous prenez le livre de règles et une compagnie, ça vous reviendra à moins de 100 euros. Sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, vous avez un tapis de jeu qui est disponible, tapis de jeu double face, et vous avez aussi des décors que je vais mettre à l'écran, peut-être ici ou par là, je ne sais pas encore. On verra ça au montage. Alors les décors sont simples, hein, vous pouvez les voir, hein, c'est des souches d'arbres, c'est des pierres dressées et c'est trois murs. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, ça a l'avantage d'exister. Et je pense que vous pouvez trouver moins cher sur des boutiques Etsy. Ou je sais que je fais chier avec ça à en parler, mais
Si vous avez une imprimante 3D, vous pouvez faire beaucoup mieux. Moi, je sais personnellement que je vais faire ça, hein. Mais par contre, c'est vrai que au moins, ça a le mérite d'exister. Et pour un jeu comme ça, je pense que c'est amplement suffisant. En plus, comme vous avez pu le voir, on a 9 héros. Pour l'instant, on a eu Salustice et le Baron Sanglant. À côté de ça, de mémoire, vous avez Lateal Void Art et, et Tarlesen, l'Alliance Nordique, donc, qui sont sortis. Et d'ores et déjà en précommande, vous allez avoir Gruk, donc le Gobelin, et le Void Talon, qui sont en précommande, qui devraient normalement sortir incessamment sous peu. Donc déjà, on va avoir 6 héros disponibles. Il en reste encore 3. Le Hobbit, le Royaume du Trident et l'Ogre. Et ils vont arriver très bientôt. Je sais pas encore quand, mais bon. Déjà, je pense qu'en fait, ce qu'a fait Mantic, c'est qu'il a sorti ça déjà pour tester, voir si la sauce prenait. Il y a une demande. On est sur un format de jeu très réduit. C'est 30 figurines grand max, quoi. Une trentaine de figurines. Oui. Mais surtout, on est sur un tarif vraiment compétitif. Je le répète. Pour 50 €, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Enfin, sauf les règles. Mais bon, qui sait, peut-être les règles, ils nous les feront en PDF un jour. Qui sait. Mais même alors, elles sont relativement facilement trouvables, pas très chères. Et vous avez les jetons avec, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, oui, je suis mitigé sur le produit en lui-même, dans le sens où les deux armées. Alors, je pense que, hormis les passionnés, il y aurait très peu de gens qui les auraient achetés. Parce que, ben, hormis les figurines en résine et les paladins, la plupart des références qui sont présentes dans la boîte de Champions datent un peu. Et c'est dommage pour un starter. C'est censé être un jeu qui va donner envie et on leur met des figurines qui sont un peu obsolètes en soi. Ça va, pour le prix, je vais pas me plaindre. Mais voilà. Alors que vous avez le Void Talon et Talensen, l'Alliance Nordique, vous pouviez les mettre dans un starter et ça passait crème. On avait des modèles qui étaient quand même magnifiques, relativement récents, relativement originaux, et sincèrement fun à peindre. À voir à l'avenir, parce que bon, moi honnêtement, on m'aurait proposé le Bloody Cardinal et Salustice en boîte, ça aurait été mis directement de côté. Même si le Bloody Cardinal, j'aime beaucoup la figurine, avec les petits démons là qui le soulèvent en fait. Euh, ouais, je les trouve un peu kitsch. Je suis désolé, hein, je les trouve un peu kitsch. Elles ont le mérite d'exister, elles sont de très bonne qualité, mais le design, on trouve beaucoup mieux. Après, bon, bah, je peux garder les figurines en résine et puis je prends, je sais pas moi, ça me fait mal de dire ça, mais des sanguinaires pour jouer les démons. Euh, Faudrait que je vois ce qui pourrait remplacer les berserkers. Bon, le Nagari, encore, le Nagari, ça va. Je l'aime bien. Je trouve le design assez sympa. Mais j'avoue que, bon, les démons inférieurs et les hommes d'armes basiléens. Nah. Je sais, je parle beaucoup de ça, mais c'est dommage pour une première approche. Après, par contre, Mantic a fait un truc très intelligent que Légion n'a pas du tout repris.
C'est dommage, c'est que vous avez en fait des bundles exclusifs où vous allez avoir les règles et, et la boîte de compagnie. Donc vous avez les règles et une compagnie complète. Donc vous avez de quoi jouer. Je crois même qu'ils ont fait des bundles avec les décors aussi, qui sont à 130 euros, je crois, 130 euros ou 130 livres. Il faudra que je revoie ça. Je vous le mettrai là, de toute façon. Je vais faire les recherches pendant le montage. Voilà, c'est un peu le petit bémol de ce starter. Honnêtement, le principe est excellent. Du spearhead, abordable, rapide. Je prends, je signe. Mais c'est le choix des armées du starter qui me gêne. Voilà. Moi, personnellement, je sais que mon choix va se porter en priorité vers l'armée de l'Alliance du Nord. En second, je dirais les Twilight Kin. Et en troisième, les Hobbits. C'est les trois factions qui m'intéressent. Après, les autres, faut voir. En tout cas, le... pour les ogres, pas sûr, même si l'héroïne, je la trouve stylée. Le Royaume du Trident, pourquoi pas, mais c'est. Moi, c'est. Ça m'intéresse pas trop. J'ai vu les figurines, bon, elles sont pas. Elles sont pas top top. Après, il faut voir ce qu'ils vont nous mettre avec. C'est. C'est toujours la grande question. Après, par contre, quel est l'avenir du jeu? Honnêtement, je ne sais pas. Le jeu vient juste de sortir. Il est sorti il y a un mois. La hype existe. Il y a un groupe sur Facebook. Il y a même deux groupes, je crois, sur Facebook. Euh, je pense que le jeu va prendre. Après, en France, pour l'instant, on n'a pas de traduction. Légion devrait en faire une. Reste à savoir quand. Mais toujours est-il que, bon, ben, de ce que j'ai vu, les règles sont simples à prendre en main. Donc, si vous êtes un peu anglophone, ça devrait aller. Sinon, essayez d'attendre la traduction de Légion. Par contre, je n'ai aucun écho de leur part. Hein. Je suis pas dans leur petit papier. Hein, voilà. Ouais, j'ai envie de voir ce que va donner ce jeu. Est-ce que la mayonnaise va prendre en France? Je pense chez les anglo-saxons ça va prendre parce que c'est une très belle alternative à Spearhead et surtout euh, c'est une alternative qui est tournée vers ceux qui sont nostalgiques du rank and flank. Parce que lorsque Age of Sigmar est sorti, alors je fais chier tout le monde avec Games Workshop, mais quand Age of Sigmar est sorti, il y a eu beaucoup de déçus qui se sont tournés du coup vers Kings of War. Et peut-être que ces déçus se disent ouais mais il y a Spearhead, ça c'est intéressant, ça demande moins de moyens, Games Workshop tout ça. Là on vous propose un Spearhead Rank and Flanks et en plus avec un univers développé, des personnages qui sont travaillés et pas juste des trucs qui ont 5 lignes. Parce que je les ai vus, hein, les présentations de Games Workshop. 5 lignes pour présenter ne serait-ce que le chef de l'unité. C'est léger quoi. Là vous avez vraiment un background très intéressant qui en plus ben est présenté de manière originale. C'est presque une petite nouvelle ou c'est un journal de bord. Moi je trouve ça original, je trouve ça intéressant, j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire et de voir un peu ce qu'il dit sur les personnages. Donc voilà. Là, moi de mon côté, ben, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ben, je vais lire ça hein, à l'occasion. J'ai beaucoup de choses à lire, je vous avoue, en ce moment. D'autant plus qu'il n'existe pas en PDF. Hein. Je l'ai commandé, j'ai que le format papier. Donc, ben, enfin, s'il doit exister en PDF sur le site de Mantic, à voir. Je vais vérifier encore et je vous le mettrai en bas. Et ouais, ce qui est bien en plus, c'est qu'avec ça, je peux le tester le jeu juste avec les socles. Je mets au crayon en papier, je mets à quelle unité ça correspond. Et puis je teste le jeu en 2-2. Simple, efficace. Et puis pendant ce temps, je peux peindre les figurines tranquillement. Et je vais m'amuser. Franchement, je vais m'amuser. J'ai déjà des idées. Même pour les basiléens, même pour les démons, j'ai des idées qui me viennent à l'esprit.
en utilisant du polystyrène, en utilisant de l'argile autodurcissante, en utilisant des rouleaux à texturer, en utilisant des bits même pour faire des colonnes, des trucs comme ça. J'ai plein d'idées. Donc quand même si les figurines ne me plaisent pas, j'ai quand même des idées pour faire un truc un peu plus, vous voyez, hein, un peu plus sympa. Donc à voir. Moi je vais potasser ça, et les autres jeux aussi. Mais je pense que ce jeu, je vais peut-être, je vais pas vous faire de promesses, mais je vais essayer de vous le présenter rapidement parce que ça, c'est un jeu vraiment d'actu, c'est un jeu qui est une grosse licence, hein, et qui demande peut-être moins de matériel parce que bon, autant Port-Royal, j'attends toujours les figurines, autant Guard of Turtle, j'ai pas la table pour, c'est ballot. Autant celui-là, je peux le présenter, je pense. Je ferai des tests, mais je pense que je peux le présenter même sur ma table là. Donc je pense que celui-là, ouais, je pourrais vous faire une présentation rapidement. Faudra juste que je peigne les figurines, mais ça n'a pas l'air non plus ultra complexe. Et vive l'aéro. Euh, et puis oui aussi potasser les règles, ça forcément. De toute façon, je vais vous les potasser les règles. Mais bon, ça se lit rapidement. Ça, en une semaine, c'est potassé. En une semaine, c'est testé. Bon, par contre, c'est la peinture qui va prendre le plus de temps. Mais bon, ça. Et puis, j'ai essayé aussi de vous imprimer quelques petits décors en 3D parce que les décors en 2D sont intéressants, sont très bien. Franchement, ça pour de la démo, parfait. Vous mettez vos figurines dans un sac, vous mettez le bouquin et les jetons dans le même sac, là, dans une poche, et puis voilà. Protégez bien vos figurines quand même, mais bon. Ça me paraît vraiment plus intéressant. Donc voilà, je vous présente ça dès que possible, encore une fois. Il se peut que dans les prochains jours, je vous ai un peu teasé au début de la vidéo, je fasse une vidéo sur le thème des miniatures agnostiques. Parce que j'ai profité d'une offre que faisait North Star Military Figure sur un jeu qui m'intéresse beaucoup. Et je devrais le recevoir normalement soit demain, soit après-demain. Et du coup, je vais en profiter pour faire une vidéo non pas d'unboxing, parce que c'est pas un jeu qu'on peut faire en unboxing celui-là, mais plutôt pour présenter un peu des termes comme les jeux solo, les jeux miniatures agnostiques. Peut-être faire un truc un peu là-dessus, ça pourrait être intéressant. Qui sait? Sous forme de vlog, bien sûr, en présentant un peu le jeu en lui-même pour servir d'exemple. Mais les jeux d'ailleurs, parce que j'ai quelques jeux dans ce genre-là. Et puis voilà. Donc peut-être à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, bon jeu.